Donc 58 ans des attaques du Nord constantinois et 69 ans du congrès de la Sommam, on va y revenir parce que chaque année, d'abord c'est un événement historique qui a changé l'histoire de la révolution en Algérie. Puis il y a les effets ou les décisions de ce congrès, peut-être comme diraient beaucoup d'observateurs, c'est le fait de ne pas respecter les décisions du congrès de la Sommam qu'on est arrivé à un régime en Algérie qui peut-être est loin d'être démocratique, est loin d'être civil. Donc on va revenir sur ce sujet, mais j'aimerais bien écouter d'abord Tebboune, puisqu'il a envoyé une lettre, encore une autre lettre, et pour lui, on est sur le même chemin de nos chouhada et de nos révolutionnaires. On l'écoute. C'est pas là, si on peut écouter la Tebboune, puisque, comme je l'avais dit, là, peut-être elle est prête. محطة نجدد فيها العهد للشهداء والمجاهدين والوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة في جزائر تبنيها إرادة الوطنيين الغيورين على الأمانة الصائنين للوديعة. جزائر شامخة قوية حريصة على استقلال قرارها وعلى صون سيادتها وسائرة إلى غايات التنمية المستدامة الحقيقية التي تدفع بها إلى مستوى البلد الصاعد والواعد بالخير والنماء. Moussa Zitoumi, je vais commencer avec toi. Donc, 69 ans après le congrès de la Sommam, il y a toujours ce débat sur ce congrès. Mais ce qui est sûr, tout le monde s'est mis d'accord comme quoi les termes comme la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, la primauté des militaires, de civils sur les militaires, c'est les deux principes que peut-être, comme je l'avais dit, beaucoup d'observateurs l'ont remarqué, que c'est les deux principes que l'après-révolution, après l'indépendance, n'ont pas été respectés. Et c'est ça, les effets c'est après cela que, voilà, on vit cette situation en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ce congrès, et puis ces deux principes, la primauté plutôt de l'intérieur sur l'extérieur, de civil sur le militaire? D'abord, moi, je ne comprends pas comment on laisse un débat se sortir du contexte historique et tomber entre les mains des charlatans, des révisionnistes de l'histoire, etc., qui veulent faire croire aux Algériens qu'on peut opposer le congrès de la Sommam à l'appel ou à la plateforme du 1er novembre. C'est ce qu'a voulu faire le Mokri ces dernières 24 heures ou 48 heures. Moi, je trouve ça lamentable et irresponsable si ce n'est pour semer la zizanie et la division dans le pays. Il n'est pas en mesure et il n'est pas en position de poser entre guillemets, cette problématique où il veut faire croire à l'opinion qu'il y a un débat autour du 1er novembre et de la plateforme de la Sommam. Moi, je pense que l'appel du 1er novembre, il est venu pour marquer une limite ou une frontière entre une Algérie colonisée et une Algérie qui est en révolution, qui s'est soulevée pour acquérir son indépendance. Donc l'appel du 1er novembre est venu pour faire la révolution et avait comme objectif l'indépendance, aboutir à l'indépendance du pays. Le congrès de la Sommam, il est venu, c'est une autre étape, marhala okhra, c'est une autre étape qui est venue parce qu'à ce moment-là, d'abord il fallait s'organiser. Donc la révolution a pris de l'ampleur, donc elle a suscité de l'intérêt dans la population, etc. Et sur le plan international, donc il fallait s'organiser. Et puis il est venu pour donner une image sur l'Algérie indépendante. Comment va être l'Algérie? Elle n'est pas dans le contexte
donc par rapport au colonialisme et par rapport à une Algérie nouvelle, indépendante. Donc c'est pour ça qu'elle a tracé à peu près les lignes, en tout cas les plus importantes par rapport à dans la démocratie, les libertés, etc. Toutes les personnes qui ont commencé à s'attaquer au congrès de la SOMAM, donc c'est les gens d'abord qui ont une haine idéologique, régionaliste, raciste, et d'autres que ceux qui ont confisqué l'indépendance du pays, ceux qui ont confisqué l'Algérie, ceux qui ont fait le coup d'État contre le GPRA, ceux qui ont fait le coup d'État contre Ben Bella, ceux qui ont gouverné depuis 62 contre la volonté du peuple, contre la parole du peuple. Et quand on entend un ancien chef d'État qui s'appelle le défunt Ben Bella Rabbi Yarhamou, qui disait qu'il a qualifié le congrès de la SOMAM de trahison contre la révolution. Donc lui-même était venu en faisant un coup d'État au GPRA pour prendre le pouvoir. Après, lui-même était victime d'un coup d'État. Donc cela, ça les intéressait pas que les Algériens ou que l'Algérie soit le résultat de la pensée de ces grands maquisards, de ces grands chouhada, ceux qui étaient présents au Congrès, qui avaient une vision extraordinaire sur une Algérie indépendante, démocratique, où ils ont soulevé les dangers. Donc la primauté du civil, parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé après, l'été 62, donc qu'est-ce qui s'est passé après, en 63, en 65, et dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc on est victime d'un système qui essaye de trouver le moyen de dévier et le congrès de la SOMAM et les objectifs tracés par nos ancêtres, ceux qui ont fait de la révolution. Moi, je pense qu'il y a des maquisards qui étaient en vie et qui sont toujours en vie. Commandant Azdine, auquel on souhaite un bon rétablissement, bichefé et longue vie à lui, parce que je sais qu'il est un petit peu malade ces jours-ci. On a vu comment le Khadar Borga a été traité, comment il a été traîné dans le média national en l'accusant d'imposteur, etc. Il s'est fait emprisonner parce que il a plusieurs reprises dit que voilà, on a dévié. Lui-même, il était officier dans l'armée de libération nationale. Donc c'est un témoignage vivant. Donc comment ces gens-là qui ont de la crédibilité, qui n'ont jamais été mêlés à des magouilles dans la gestion et dans la manipulation, etc., donc se retrouver en prison parce que tout simplement ils ont dit la vérité. C'est pour ça que les initiateurs du congrès de la SOMAM, plusieurs personnes ont été plus tard donc soit emprisonnées, soit liquidées, soit poussées à l'exil, etc. Donc aujourd'hui, il faut remettre les choses dans le contexte. Le congrès de la SOMAM n'est pas venu pour contredire ou apporter une contradiction à l'appel du 1er novembre. C'est un mensonge. Toutes les personnes qui disent ça, elles ont un objectif soit idéologique, régionaliste, ou ils ont un autre objectif, c'est celui de se maintenir ou de rester au pouvoir ou de s'accaparer du pouvoir au-delà de la volonté populaire. Très bien, mais là, ça s'ajoute ici, puisqu'on a parlé de ces grands hommes qui ont commencé cette révolution, qui ont essayé d'organiser cette révolution et qui ont essayé de pousser après l'indépendance à un vrai changement, à une vraie Algérie comme l'a voulu nos héritiers. Je vais écouter un peu de leur déclaration, Ben Khadda, Aït Ahmed et d'autres personnes sur le danger que l'Algérie a pris après l'indépendance et surtout en ignorant ces recommandations du Congrès de la SOMAM. On les écoute. Le peuple a été l'artisan principal de l'indépendance. Ces officiers qui sont restés pendant la durée de la guerre aux frontières tunisiennes et marocaines ont souvent tendance à ne compter que sur la force des armes.
Cette conception dangereuse conduit à sous-estimer le rôle du peuple, voire à le mépriser et crée le danger de voir naître une féodalité ou une caste militariste. الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائري أول نوفمبر 54. عندهم الخشانة، عندهم القوة، عندهم الاغتيال، وسائل الاغتيال، حكموا الجزائر بدون مشروع يحكمها من أجل شخصه هو باش يبقى. La révolution n'est pas l'œuvre d'une fraction du peuple, mais elle est basée sur la mobilisation de tous les Algériens. La cheville ouvrière, le gardien vigilant de la révolution, c'est le militant, avec ou sans uniforme. ظهر بعد 40 سنة أن لم تكن في الجزائر دولة، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات. يلزم ننتبه لأن فيه من يريد تسويد كل هذه الفترة لتشكيك الشعب في ثقته بنفسه. Qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. C'est Nasser, qu'est-ce que vous en pensez? On a écouté ces hommes, quand même, ils ont tous tiré la sonnette d'alarme, comme quoi il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple. Et comme elle a souvent dit, comme quoi ce régime, il est militaire, il n'a jamais essayé de suivre les recommandations de la SOMAM. Maintenant, les conséquences, voilà, après 69 ans, on vit en Algérie où il y a des millions d'Algériens qui sortent pour demander l'istiqlal, encore une fois, demander le Medina Machia Askaria, c'est Nasser. Oui, très rapidement sur cet événement historique, parce qu'on a entendu, comme l'a si bien dit Azdine Toumi, c'est qu'il y a des personnalités, entre guillemets, qui ont essayé de critiquer un événement historique. Malheureusement, dans notre pays, tout est faussé, notre histoire, notre révolution, par ce pouvoir, même les faux moudjahidines et tout ça. Mais ces gens-là, comme ils étaient des symboles du combat, de la révolution, de l'indépendance de notre pays, même s'il y a des différences entre eux. De Abben Ramadan, de Karim Belkacem, de Ben Mehdi et d'autres personnalités, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils se sont battus. Ils se sont sacrifiés pour l'Algérie, pour qu'il y ait une indépendance, pour que notre pays va retrouver sa voie de l'indépendance, mais aussi de la construction d'un État de Darwa, un État social par rapport aux principes de notre pays. Les deux principes, bien sûr, on le connaît, le principe du civil sur le militaire, la plateforme du SOMAM, mais aussi de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Mais malheureusement, on n'a pas pu construire un État basé sur ces principes. On a vu ce qui s'est passé, les coups d'État, les coups d'État qui se sont succédés après par une partie de l'armée. On est resté dans ce système, un système bridé qui a bridé le pays, qui a mis de côté le génie de tout un peuple pour essayer donc de faire évoluer notre pays. On est resté dans ce système et malheureusement on est en train de voir le résultat de cette gestion. Ça fait très mal parce que cette semaine, la semaine passée ou les mois passés, on a vu une recrudescence des jeunes Algériens qui essayent donc de quitter l'Algérie par ces embarcations de fortune, des haragas. Il y en a qui arrivent en Espagne, il y en a malheureusement qui perdent leur vie. Et c'est ça le constat malheureusement. Ça fait très mal à Selim. Quand on parle normalement, c'est
cette partie ou cet événement, ou cette partie de l'histoire de notre pays, elle doit nous éclairer à se battre pour ce pays, à essayer de comprendre pourquoi donc on a échoué après tant d'années. Pourquoi on a dévié du chemin de la construction d'un pays indépendant, d'un pays ouvert, d'un pays qui respecte les libertés. Et malheureusement, on est en train de faire un constat en 2025 que des Algériens, il n'a pas le droit de critiquer, n'a pas le droit de se poser la question, il est où son président, il est où le chef de l'État. S'il pose cette question, tout de suite le lien est fait par rapport donc à quelqu'un qui complote contre son pays. Donc, vraiment, on se pose la question. Si on parle de Madine Mecha Askaria, c'est le slogan phare de Hirak 2019. Pour Tebboune et bien sûr pour le régime, lui, il n'y a pas lieu d'être parce qu'on n'est pas un régime militaire. On va essayer d'écouter Tebboune ce qu'il avait dit sur ce slogan, Madine Mecha Askaria. Pour lui, c'est un complot. C'est pour détruire le pays. On écoute, j'en viens à toi, Nas. الجزائر باش تدخلها في عدم الاستقرار مش سهل. سهل اولا. حكايه هذيك عارف حكايه من زمان هذه سلميه مش مدنيه عسكريه مدنيه مش عسكريه. جهزوا وقروها لهم ودي ستاج نداروا في بعض الدول الافريقيه وعندنا كل لي زارشيف تاعهم. كونوهم يوجدوا في الطابور تاعهم باش في الوقت المناسب يصفر له ويخرج يدير. ولكن الجزائريين عرفوا اليوم ما تنفعهم الا بلادهم. C'est ça, c'est Jody, pour Tebboune, le fait d'appeler à une Madine Mecha Askaria, ça fait partie d'un complot et ces complotistes, bien sûr, sont bien préparés par des forces occultes, par des forces étrangères et ils les utilisent quand le moment est venu. Malgré qu'on avait des vidéos des millions et des millions d'Algériens, je ne sais pas s'ils sont tous des complotistes, mais c'est des millions qui ont appelé à cette Madine Mecha Askaria, bien sûr, en se basant sur le principe de Moutamar Sommam, qui est, comme je l'avais dit, la primauté du civil sur le militaire. Et c'est ça, Salim. Le génie du peuple algérien, c'est qu'il a compris le nœud du problème. Il a compris que cette gestion ne peut pas mener un État moderne comme il a été souhaité par nos aïeux, par les gens qui se sont sacrifiés, les Algériens, les Moudjahidines, qui ont donné leur vie par millions. Donc, il a compris que malheureusement, le constat, il est là. En 2019, on entendait des slogans Al-Istiqlal, alors que l'Algérie, depuis 1962, est indépendante. Et ça veut dire beaucoup de choses, que l'Algérie, donc, pour lui, l'Algérien, donc, qui est sorti en 2019, il voulait se réapproprier son pays. Il se disait, on ne peut pas laisser le pays comme ça dévier. Quand on parle du constat de la gestion depuis 1962, on ne va pas parler de 1956, depuis 1962, le constat il est là. On est en train de parler des drames. Il y a un bus qui tombe parce qu'il n'a pas de pneus, il n'a pas de frein, il n'a pas de porte. L'Algérie, où va l'Algérie avec cette gestion? Et c'est ça, c'est pas la question d'être contre l'armée algérienne, bien au contraire. Je pense que dans tout, les familles des Algériennes, on trouve des Algériens qui ont passé le service militaire, ou là ils ont des membres de leur famille qui sont dans les services de sécurité, ou là dans l'armée. Elle fait partie de la famille algérienne, cette armée. Mais cette armée, elle doit faire son travail par rapport à la sécurité de notre pays, par rapport aux défis sécuritaires. C'est ce qu'ils veulent, les Algériens. On a des personnalités. Si on n'arrive pas à tourner cette page
de la gestion où l'armée, c'est elle qui est derrière les présidents, comme on a vu en 2019. Beaucoup ont dit, d'observateurs ont parlé que c'est le Gaïd Saleh qui a nommé Abdelmajid Tebboune comme président. Jusqu'à où on peut continuer avec ces nominations alors que le peuple algérien peut prendre en charge les affaires, peut choisir ses responsables dans des élections transparentes. Et c'est ça la construction d'un État. C'est ce qu'ils veulent les Algériens. Très bien. Mohamed Ramzan Rahmoun, si on parle de maintenant Medina Machi Askaria, parce qu'il y a cet amalgame, c'est pas comme beaucoup d'Algériens pensent, on fait cet amalgame entre quand on dit Medina Machi Askaria, c'est comme si on déteste l'armée, c'est comme si on attaque l'armée. C'est ça peut-être le discours officiel, même peut-être des gens qui sont proches du pouvoir. Pour eux, c'est ça, on ne peut pas dire Medina Machi Askaria parce que ça, c'est une insulte pour l'institution armée. L'institution armée qui est héritière, le slogan officiel, l'héritière de l'ALN, et qu'il ne faut pas la critiquer. D'abord, on va écouter Tebboune pour confirmer cette idée, comme quoi le fait de dire Medina Machi Askaria, c'est comme si on insulte notre armée. On l'écoute. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. Tishab Khawa Khawa, c'était à Tizi Ouzou pendant le Hirak de 2019. Comment expliquer cet amalgame? Est-ce que le fait de dire que Medina Machi Askaria, c'est qu'on critique l'armée, c'est Mohamed? Pour ça, je vais répondre rapidement. Après, j'aimerais bien revenir à certains points. Quand on parle d'état civil et non militaire, ce n'est pas la critique de l'armée, mais le pouvoir politique doit être aux mains des civils. L'armée doit avoir ses fonctions républicaines. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'armée. Donc ça, c'est pour répondre rapidement et d'une manière claire et précise. Maintenant, revenons, si vous voulez, parce que je tiens à cœur aussi à dire certaines choses, parce qu'apparemment, M. Mokri n'a rien compris dans l'histoire. Il le fait exprès, parce que moi, je considère Hamas aussi est un appendice du régime algérien, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça qu'il s'appelle son parti, non? Hams. Donc c'est un appendice du pouvoir, quand même. Alors, premièrement, le congrès de la Sommam n'est pas en contradiction par rapport à l'appel de novembre 54 il a été écrit. N'oublions pas qu'il y avait déjà des problèmes entre ceux qui voulaient que la lutte armée s'opère et ceux qui ne voulaient pas, c'est-à-dire les messalistes. Donc, ils ont fait un appel, et dans cet appel, ils parlaient d'un État social-démocrate, attendez, pour ne pas faire d'erreur quand même d'histoire, sous les principes et social dans le cadre des principes islamiques. Ça ne veut pas dire un État théocratique, qu'on soit bien d'accord. Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race ni de confession. Choses qui sont dites dans la plateforme de la Sommam. Quand vous allez la lire de bout en bout, vous allez voir qu'il y a premièrement cette volonté de se libérer du colonialisme, de l'impérialisme, de ne pas fonder un État théocratique, mais un État civil, de citoyens. Un État de citoyen, ça veut dire que vous pouvez être croyant, pas croyant, vous pouvez être musulman, pas musulman, mais vous êtes citoyen. Deuxièmement, plaçons aussi le cadre, parce que diminuer de la valeur du congrès de la Sommam, c'est-à-dire c'est pratiquement être un révisionniste de très bas étage. En 56, pourquoi il y a eu ce congrès? Savez-vous que le congrès de la Sommam est resté 20 jours sans que la France ne puisse être au courant? Ça veut dire que ça montre le degré de maturité, du renseignement qu'ils avaient. Ils ont créé ce qu'on appelle le CCE, qui était l'exécutif, et c'était une direction. Une zone autonome d'Alger, une réorganisation, les 6 régions historiques, une plateforme politique. Ils ont aussi créé, si vous voulez, le CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne, qui était composé de 34 membres. Ils ont aussi un programme. C'était, si vous voulez, le tournant qui a permis à la guerre de libération nationale d'être organisée, d'avoir des structures, de savoir la hiérarchisation et bien évidemment d'aller vers l'indépendance. Donc remettre en cause un travail aussi énorme, la réunion s'est passée à Ifli en Basse-Kabylie,
pendant 20 jours, je tiens à le répéter, c'est pour vous dire quel degré d'intelligence politique, d'organisation, de maîtrise du renseignement. La France n'a rien su pendant tout le temps du Congrès, avec toutes les résolutions qui sont sorties, et bien sûr la primauté, le principe du civil sur le militaire, moquerie, et des gens moquerie, bon, d'autres personnes comme lui, viennent tout simplement dire aux Algériens non, ça ne marche pas comme ça. C'est tout simplement, il doit repartir à l'école pour étudier l'histoire, c'est bien pour lui. Bien sûr, c'est un appendice du pouvoir. Parce que personnellement, en Algérie, quand quelqu'un parle, peut-être il y a quelqu'un qui lui a demandé aussi de le faire. Bon, maintenant, en parlant de... D'ailleurs, vous avez montré Youssef Ben Khadda, M. Aït Ahmed aussi, qui réitère aussi, et le Hirak, cette volonté à ce que la parole revienne au peuple, à ce que des civils puissent, comme tous les pays du monde, exercer la décision politique. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être je vais vous surprendre. De l'assassinat de Abban Ramadan, qui est un assassinat fait par ses frères, qui est un acte de trahison, et jusqu'à maintenant, nous sommes en train de vivre une transition. Parce que le rêve, tel qu'a été dit par Aït Ahmed, c'est de concrétiser l'État social et démocratique. Et le respect des libertés fondamentales, sans distinction de race et de confession. Regardez combien de temps s'est passé, et jusqu'à maintenant, on est en train de continuer. Le Hirak est un soubresaut de ce rêve inachevé, de ces luttes inachevées. D'ailleurs, votre programme s'appelle la Soumam ou le recommencement d'une lutte inachevée. Donc on est en train d'aller encore vers la concrétisation d'un rêve, et c'est pour ça que pendant le Hirak, les gens parlaient de l'istiqlal. On n'a pas encore atteint ce rêve. Et bien évidemment, il faut tenir en compte le contexte. Les gens changent, les rêves changent, c'est clair. Mais au jour d'aujourd'hui, en tenant compte aussi du contexte historique que nous vivons, n'oublions pas que le Congrès de la Soumam déjà parlait des pays nord-africains, et au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, Riposte Internationale a fait, et je tiens à le rappeler, puisqu'on est en train de parler des pays nord-africains, nous avons fait une université d'été qui s'est déroulée du 19 au 22 août dernier, et vous allez voir que nous sommes toujours, vous et moi et beaucoup d'Algériens, fidèles à ce rêve, malgré que nous sommes une organisation internationale, mais nous sommes conscients que les Algériens, à un moment donné de leur histoire, ils étaient des grands hommes et des grandes femmes. Donc je tiens à dire justement quelques principes que nous avons émis. Réaffirmer la nécessité de protéger les défenseurs et les défenseurs des droits humains, placer l'égalité entre les hommes et les femmes comme priorité, dénoncer les discours de division et de haine, inviter les actrices et acteurs des champs associatifs et médiatiques à jouer un rôle central dans la consolidation du dialogue et la construction des passerelles de confiance entre les sociétés civiles et de la région nord-africaine, élargir la dynamique de coopération à l'ensemble des peuples d'Afrique du Nord et du Sahel afin de relever les défis communs. Donc, quels sont les défis communs au jour d'aujourd'hui? L'autoritarisme, l'inégalité sociale, migration forcée, changement climatique et menaces sécuritaires. Exiger la libération immédiate de l'ensemble des prisonnières et prisonniers d'opinion en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Remettre en question la légitimité des pouvoirs issus de coups d'État et revendiquer avec force la restitution du pouvoir aux institutions civiles et démocratiques légitimes, seules garantes d'un avenir partagé de liberté et de justice. Faciliter les échanges culturels et les initiatives de sensibilisation entre les populations d'Afrique du Nord et du Sahel, etc. Donc, juste c'est pour vous dire que combien d'années nous séparent du Congrès de la Soumam et de ses principes, de ses extraordinaires, et jusqu'à maintenant, les pays nord-africains ont toujours des rêves en commun, ils vibrent ensemble dans la fraternité pour atteindre les objectifs déjà fixés par nos aïeux, Allah yarhamhum. Très bien. Monsieur Azden Touma, avant de passer au troisième sujet, j'aimerais bien avoir aussi votre avis sur le fait que le régime est juste un amalgame le fait de dire que Madame Askaria, c'est comme si on complote, on déteste, on critique, on insulte l'armée. Au moment où beaucoup d'observateurs, eux, pensent le contraire. C'est une protection pour l'armée, le fait de l'éloigner de la politique, c'est pour l'éloigner des problèmes politiciens, si je peux dire. Qu'est-ce que vous en pensez en quelques minutes, M. Toum?
C'est une pratique connue depuis le début. On a vu comment le régime a tout fait pour diaboliser les militants, diaboliser les opposants politiques, crier au complot, et tout opposant qui veut émettre son avis ou des idées contradictoires à celles du régime, on crie immédiatement au complot qu'il y a à la solde des services étrangers, à la solde des puissances étrangères, etc. On a vécu ça avec Karim Tabou, avec Bourga, avec d'autres personnalités politiques. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont tout fait pour diaboliser le Hirak, en disant que les slogans ils viennent de l'extérieur, que tantôt ils disent que c'est des islamistes, tantôt que ça vient des séparatistes, or que pendant plus d'une année, le Hirak avait apporté la preuve, et vous avez montré les slogans à Tizi Ouzou ou ailleurs, à Alger, à Oran, etc. Il avait apporté la preuve que le Hirak était unique, c'était un mouvement qui assemblait toutes les idéologies, tous les âges, toutes les régions du pays, etc. Et le régime a tout fait pour diviser justement le Hirak. Et en essayant de diviser le Hirak, malheureusement, il a divisé la société. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui à des images de violence, de haine, etc. Et ça vient de là. Revenons à l'histoire. Moi, je pense que le meilleur moyen de barrer la route à ces charlatans et à ces révisionnistes, à ces amateurs, c'est d'écrire la vraie histoire une fois pour toutes. Voilà, donc la révolution, les Algériens ont fait une révolution extraordinaire, unique au monde, mais il faut écrire l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, dans le manuel scolaire, Ben Ramadan n'a pas sa place sur les circonstances de sa mort. Jusqu'à aujourd'hui, dans le manuel scolaire. Donc on ne peut pas cacher notre histoire à nos enfants. Ils nous ont toujours caché la vraie histoire. Ils continuent de la cacher à nos enfants. Et c'est ce qui va engendrer ce genre de débat sur l'appel du 1er novembre, congrès de la SOAM, etc. Super. On va passer au troisième sujet, les relations algéro-françaises et l'escalade. Restez avec nous. Nasser Djoudi, on va essayer de... Nasser... Pardon, donc revenons à cette relation algéro-française. Nasser Djoudi, d'abord j'ai envie d'écouter le rapport de l'APS, puisque d'après une source des affaires étrangères, ils ont répondu à la décision française de suspendre les accords de 2013. On écoute ce reportage de l'UNTV, je reviens à toi, Nasser. أقدمت وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 أوت الجاري على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يخص تعليق الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. وقد نسب هذا الإشعار مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري، حيث أشار إلى أن الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 ماي 2025. ولدى الاستفسار بخصوص هذا الموضوع، أكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية أن ما ورد في البيان الفرنسي هو محض ادعاء كاذب. وأضاف المصدر أن سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن رد الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
مصدر وزارة الشؤون الخارجية أكد بأن هذا الملف يعتبر مغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي في 7 أوت الفارط بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. C'est Nasser, je dis l'escalade, des communiqués qui se contredisent, plutôt communiqués qui répondent à d'autres communiqués, décisions qui répondent à d'autres décisions. On va où avec ce bras de fer entre Alger et Paris à Nasser? C'est un autre épisode dans Salim. Quand on voit la décision de la France, le 19 août par exemple, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, donc il a publié dans le journal officiel de la République française la suspension de l'accord algéro-français de 2013. Et cet accord, bien sûr, il est relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. La crise Salim qu'on a vécue ces derniers mois avec la France, et ça depuis donc le changement de position de la France concernant donc le Sahara occidental, on a vu combien qu'est-ce qui s'est passé. Presque 4 ambassadeurs ont été rappelé depuis Paris donc à Alger, et c'est une escalade qui pose beaucoup de questions. D'abord, cette crise a démontré que notre diplomatie n'est pas une diplomatie qui défend les intérêts de notre pays ou qui défend les intérêts du peuple algérien, parce que cette décision qui a été prise par les autorités françaises ne touche que les détenteurs donc de passeports diplomatiques. Ce n'est pas tout le peuple algérien qui est visé, même si des questions, bien sûr, restent posées par rapport donc à l'impact de cette détérioration des relations entre Alger et Paris par rapport, bien sûr, à la communauté algérienne qui est très conséquente. On parle entre 5 et 7 millions d'Algériens ou qui ont la double nationalité. C'est surtout même la lettre de Macron pour son Premier ministre, elle était claire, bien sûr. Vous avez parlé de ces visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, mais aussi pour le visa des citoyens normaux, de longue durée, bien sûr, pour les étudiants, pour ceux qui veulent des regroupements familiaux, pour des visas pour travailler. Tout ça, tout ce beau monde va être touché par ces décisions. Et malheureusement, c'est que d'un côté, si tu te rappelles, Salim, Tebboune avait parlé que le seul interlocuteur par rapport à cette crise entre Alger et Paris, c'était où le seul repère, c'était le président français Emmanuel Macron. Et bien sûr, Emmanuel Macron a changé de position vis-à-vis des autorités algériennes, puisque juste l'hiver dernier, il recadrait Bruno Retailleau, donc Emmanuel Macron, l'offensif ministre de l'Intérieur sur le dossier algérien. Et là, je cite ce a déclaré Emmanuel Macron: on ne peut pas se parler par voie de presse comme ça, c'est ridicule, ça ne marche jamais. Comme ça, donc, a rappelé à l'ordre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a été rappelé par le président Macron. Malheureusement, maintenant, souvent, donc ces dernières semaines, ces derniers mois, on disait que le vrai problème en France, ou ceux qui essayent donc d'alimenter cette crise, c'était l'extrême droite, c'était le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. On se rend compte que la France, quand elle agit par rapport aux intérêts de son pays, elle agit avec les institutions indépendantes de l'État. Quand des décisions sont prises, c'est tous les responsables politiques qui sont d'accord par rapport aux positions de la France, et le problème n'était pas d'un côté Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et de l'autre côté donc le pouvoir algérien. Surtout, comme tu l'avais dit, Macron l'avait recadré, si je peux dire,
son ministre de l'Intérieur, Retailleau, mais j'ai l'impression que ce geste de Macron, ça fait longtemps par rapport à ce qu'il est en train de dire maintenant, parce que dans son intervention sur LCI, il a bien, lui ont demandé, lui ont posé la question sur ce bras de fer avec l'Algérie, lui, comment il a répondu? La France doit être forte et se faire respecter. C'est ça le point, c'est comme s'ils sont comme l'Algérie ne le respecte pas. Donc du moment où il a recadré Retailleau, et maintenant il y a un changement de position par rapport à l'Algérie. Le problème qui se pose, Salim, c'est que la France est en position de défendre ses intérêts. C'est vrai que la position de la France a changé par rapport au dossier du Sahara occidental. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que c'est quoi notre diplomatie? C'est quoi donc cette position de la diplomatie algérienne? La vision de notre diplomatie, c'est quoi? Est-ce que c'est défendre les intérêts du pays? Est-ce que c'est défendre les intérêts du peuple algérien? Ou est-ce que c'est défendre donc les intérêts d'une partie du pouvoir algérien? Quand on parle de nomenclatura, on a entendu ce mot bien sûr par les responsables français. Donc c'est ça le problème, Salim, c'est que malheureusement, nous, quand on essaie d'analyser la situation, ou les observateurs, quand ils essaient d'analyser la situation, c'est qu'il n'y a pas une cohérence du côté de l'Algérie. C'est que notre diplomatie, d'un coup, elle est jusqu'au boutiste, par exemple avec la France, avec l'Espagne, mais malheureusement, quand il s'agit des décisions qui ont été prises par d'autres pays, comme les États-Unis, concernant donc toujours le même dossier du Sahara occidental, on voit totalement une autre politique. Donc c'est toutes ces questions qui sont posées, Céline. Mohamed Rahmoun, si on revient à cette polémique, comme l'avait dit Nasser Jeudi, il y avait un moment où Retailleau a recadré son ministre de l'Intérieur, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, il a appelé Tebboune pour parler des problèmes. Donc il y avait des gestes de la part de président français, mais maintenant, en écoutant, c'est complètement différent. C'est maintenant, on doit se faire respecter, on doit être fort. L'Algérie n'a pas su gérer cette crise, c'est Rahmoun. Pourtant, Tebboune l'a insisté. Il a dit comme quoi Macron, c'est le seul interlocuteur, les autres, je ne les compte pas. Mais j'aimerais bien, puisqu'il y a ce reportage, j'aimerais bien écouter ce reportage sur L24, où ils attaquent Macron franchement sur sa popularité en France. Provoqué par d'innombrables contraintes aussi bien sociales qu'économiques, le fossé n'en finit plus de se creuser. Peuple et élite français sont dos à dos. La France rumine, Macron et son exécutif viennent de tendre une nouvelle fois la perche à l'extrême droite. Le nouveau sondage effectué par l'IFOP pour le JDD en dit long sur l'état comateux dans lequel se débat le gouvernement français. Le mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron est une nouvelle fois parti à la hausse, un mécontentement qui prouve une nouvelle fois qu'Emmanuel Macron et François Bayrou devraient plutôt garder les yeux rivés sur ce qui est important et œuvrer à consolider un front social en ébullition et au bord de l'implosion et une économie qui se dirige vers la banqueroute. Un discours pareil ne va pas aider à calmer les esprits et que peut-être après les gestes de Macron, on peut s'attendre à autre chose. Oui, pardon. Donc la lecture comprendre le monde, tel que Alexandre Melnik, que je cite, dit, c'est ça la géopolitique. Donc il faut comprendre le monde pour savoir un tout petit peu, si vous voulez, prendre de bonnes décisions. Est-ce que, premièrement, ce qui vient de se passer est une douche froide pour le président algérien? Parce que Macron, c'est lui-même maintenant qui souhaite qu'il y ait si vous voulez, des actions graduées bien sûr, mais fermes, en fonction de ce que le régime algérien va entreprendre. Pourquoi je dis comprendre le monde? Est-ce que Macron voudrait que la gauche va avoir après lui le pouvoir? Non. Macron, si vous voulez, n'oublions pas que c'est un financier, il est candidat, si qu'on le veuille ou pas, d'une certaine droite. Donc, est-ce que Macron, à un moment donné, a pensé qu'il y aurait que la Macronie va lui survivre? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de relève. Donc, principalement, on se rend compte que Macron s'est rangé du côté de la droite, et de la droite dure. Et Retailleau, il est dans son élément. Le régime algérien lui a donné toute l'opportunité d'accroître sa popularité. Donc, ce reportage que vous venez de montrer, bien sûr, ce qui se dit en Algérie,
Pour les Français, oui, d'accord. On va corser notre politique, on va devenir un tout petit peu plus droite mais c'est la France, ils sont libres. Pour eux, les contraintes économiques, les réponses qu'ils vont apporter à leur pays, c'est en fonction de ce qu'ils pensent être juste. Ça ne veut pas dire que je les justifie, parce que les attaques qu'ils font par rapport aux musulmans, et particulièrement aux Algériens, ne justifient en rien leurs attaques. Parce qu'en fait, c'est juste pour la campagne, qu'on soit bien d'accord. Donc le régime algérien doit suivre l'évolution, et vous avez remarqué que le retour des extrêmes droites, et le régime algérien n'a rien à envier à ces extrêmes droites, il a la même façon d'opérer. Le retour des extrêmes droites un peu partout en Europe, et partout dans le monde, est une réalité. Est une réalité dont il faut tenir en considération, excuse-moi, quand on fait des calculs. Maintenant, revenons à cette histoire de crise algéro-française. Il se trouve aussi qu'il y a un détail que nous n'avons pas cité, c'est celui-là des mandats d'arrêt internationaux, qui sont d'une dangerosité diplomatique extraordinaire. Parce que là, il s'agit d'accuser des services algériens de faire des actions réprimandaires, des actions pratiquement illégales, bien sûr, c'est le moins que l'on puisse dire, illégales. En France, de ce fait, c'est un autre levier, je dirais tout simplement de pression, qu'on est en train de suivre, parce que si la hiérarchisation des responsabilités arrive, parce qu'en fait, maintenant, on ne sait pas comment que la justice, on est en train de suivre cette affaire qui est, pour le moins que l'on puisse dire, est très dangereuse pour l'image de l'Algérie. N'oublions pas aussi cette affaire. Maintenant, pour ce qui est de cette lettre, et la réponse algérienne qui est allée ancrer son dos, il y a à l'intérieur le levier 47. La loi 47, excusez-moi. Cette loi, cet article 47, je pourrais quand même vous donner quelques éléments d'information si vous voulez. Voilà. C'est la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, son article 47, c'est-à-dire quand il s'agit des visas D ou de long séjour. Ce genre d'article, pourquoi il est désavantageux pour notre immigration? Beaucoup d'étudiants veulent partir en France, donc ils ne pourront pas partir. Il y a beaucoup dans notre immigration dont leur intérêt se verrait donc touché. Et quelque part, on se dit que peut-être qu'une certaine nomenclatura qui a des intérêts en France qui vont être touchés le plus. Et la deuxième question qui vient juste après, est-ce qu'il y a une autre nomenclatura dans le régime algérien qui n'a pas d'autre intérêt dans d'autres pays, c'est-à-dire peut-être en Turquie, peut-être dans les pays du Golfe, alors que leurs intérêts ne sont pas touchés? Est-ce que vous m'avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une certaine nomenclatura qui a des intérêts en France. Il y a une certaine nomenclature qui n'ont pas d'intérêt en France. C'est-à-dire ils l'ont peut-être en Turquie, dans les pays du Golfe. Pour eux, peut-être, ils s'en foutent réellement, même s'ils ne peuvent pas partir en France, ils s'en foutent. Mais notre immigration surtout, les Algériens qui vivent là-bas, les citoyens comme nous tous, ceux qui rêvent d'avoir un avenir, soit universitaire, etc., vont être touchés, sans parler effectivement de la recherche scientifique. Donc, réellement, moi je pense que si les relations entre la France et l'Algérie vont aller en crescendo, c'est notre immigration qui va être touchée le plus. Mais Azdin Toumi, si on avait cette relation, comme l'avaient dit les autres invités, c'est surtout le Macron, le changement de position de Macron. Au début, comme vous l'avez dit, il a recadré son ministre de l'Intérieur, il a envoyé un ministre extérieur, il a téléphoné, il a appelé Tebboune. Maintenant, avec ses positions, il faut être ferme, il faut faire une pression sur Alger. Est-ce que vous pensez que finalement la diplomatie, la gestion de ce dossier par Alger a poussé, si je peux dire, Macron dans les bras de l'extrême droite? Non, au début, c'est certainement que d'abord la dégradation de ces relations, comme l'a dit Nassar, elle trouve son origine dans la position française par rapport au Sahara occidental. Après, ce n'est que des complications, mais le mal, il était là. Donc, on avait rappelé notre ambassadeur depuis Paris, et puis il y avait un certain nombre de mesures de part et d'autre qui ont conduit à ce qu'on est aujourd'hui. Après, moi, je pense que la fermeté a augmenté de la part de la France par rapport d'abord au dossier de Boualem Sansal. Moi, je
pense que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, et le président français avaient espéré obtenir la libération de cet écrivain, d'abord âgé et malade. Donc, ça n'a pas été fait. L'Algérie l'a condamné à 5 ans, puis on appelle aussi à 5 ans, donc il est toujours en prison. Et ils ont même condamné un autre journaliste qui est en prison pour 7 ans. Donc ça a fait que la situation s'est complètement dégradée. Après, au-delà de cette histoire de toucher aux intérêts des responsables algériens, donc il y aura toujours des dommages collatéraux, notamment ce VSAD qui va toucher une grande partie de la population algérienne, notamment les étudiants, ceux qui sont concernés par le groupe familial, etc. Mais en tout cas, au-delà de ces complications, au-delà de tous ces problèmes, il y a la portée politique pour le régime, et c'est ce qui va faire mal. Comme l'a dit Mohamed Amziane, il y a même des responsables qui n'ont aucun intérêt peut-être en France, peut-être que leurs intérêts sont ailleurs. Mais en tout cas, en tant que régime, être lâché comme ça par la France, donc c'est comme s'ils se retrouvent dans un vide. Ils ont du mal à s'adapter à ça, parce que c'est un régime c'est un système plutôt qui a été toujours soutenu depuis 62 à ce jour. Donc ils ne s'imaginent pas exister sans le soutien de plusieurs capitales du monde, mais en particulier celle de la France. C'est pour ça qu'on trouve ce poids de mesure dans la réponse à la position de plusieurs pays par rapport à la question sahraoui, notamment celle des Américains. Donc on voit que l'Algérie, bien au contraire, via notre ambassadeur à Washington, qui ne cesse de répéter notre prédisposition à accueillir les Américains dans le commerce, dans l'énergie, dans d'autres investissements, etc., que les portes sont toutes ouvertes. Il y a même eu un amendement, il y a une loi promulguée pour les mines, pour permettre aux Américains d'avoir accès aux richesses, etc., et dans l'espoir d'avoir le soutien de Washington, que ce soit pour l'actuel régime ou un autre régime qui va succéder à celui de Tebboune. Donc en tout cas sur le plan politique, c'est un coup dur pour le régime qui a du mal à défendre sa position par rapport à la France, parce qu'il n'a pas beaucoup de cartes, du moment qu'il y a les intérêts individuels, les intérêts personnels de plusieurs responsables qui sont engagés dans cette crise, notamment ceux qui possèdent des intérêts, qui ont de la famille là-bas, qui ont des biens, qui ont des comptes, etc. Et la France a su comment utiliser cette carte pour faire mal. Donc on verra comment ça va continuer, certainement pas avant 2027, parce que, comme l'a dit Mohamed Amziane et Nassar, certainement que le schéma politique et la politique intérieure de la France s'est saisi de ce dossier. Donc automatiquement, il fait partie maintenant de ce débat qui va mener à la présidentielle de 2027. Très bien, merci beaucoup Azdine Toumatek Saha, militant politique à partir d'Alger. Nassar Djoudi, journaliste, je te remercie beaucoup, c'est Nassar, et bien sûr, je remercie Mohamed Amziane Rahmoun, représentant du poste international Toumatek Saha. Je vous remercie, chers téléspectateurs, que je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir.